Installez-vous, on va commencer. Merci d'être venus si nombreux. Ce soir, on va aborder un sujet qui me passionne, c'est comment, et qui passionne également Anne, et c'est pour ça qu'on va le faire en duo, contrairement à ce que je faisais au départ. C'est comment raconter une histoire avec 3 fois rien, à savoir contrairement aux stéréotypes du canon hollywoodien où on imagine des péripéties haletantes, une succession d'événements dramatiques avec une intensité croissante jusqu'à un dénouement forcément passionnant. Comment faire non pas un opéra mais plus une musique de chambre tout en restant passionnant et en réussissant à montrer des choses profondes sur la condition humaine, sur la vie, sur le monde, qui est l'intérêt de la littérature comme du cinéma. Donc, je vous rappelle voilà, nos noms, nos coordonnées. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Et n'hésitez pas à poser des questions, même au cours de la rencontre, même si à la fin il y aura quelques minutes pour des questions-réponses, parce que justement c'est en posant des questions qu'on avance, et ne soyez pas intimidés parce qu'on emploie des grands mots et parce que je fais de grands gestes avec mes bras. C'est les adresses mail. Pardon, les adresses mail, voilà. Mais de toute manière, je mettrai la présentation et la vidéo sur Internet et je vous donnerai toutes les adresses pour télécharger tout ça. Donc voilà, ça sera en ligne. Donc voilà. Donc pour que vous compreniez bien la différence entre ce que j'appelle le modèle classique, le modèle hollywoodien de l'histoire, avec ce qu'on va parler par la suite, de raconter une histoire avec 3 fois rien, je suis un peu obligé de faire un rappel de ce qu'est une histoire. Et si voilà, s'il y a 2 choses à retenir ce soir, la première, c'est qu'une histoire, c'est un changement, c'est un personnage, c'est le récit d'une évolution du personnage principal ou des personnages principaux selon une série d'épreuves. Et cette succession d'épreuves va être le tempo de l'histoire, que ce soit un film, que ce soit un roman. Donc écrire une histoire, c'est faire des choix perpétuellement. Et si vous êtes plutôt du genre à pas savoir choisir quoi mettre le matin, vous n'êtes peut-être pas fait pour être écrivain. Parce que le courage de l'écrivain, c'est le courage de supprimer plein de choses dans tout ce qu'il a imaginé, dans tout ce qu'il veut mettre dans son roman, parce que le but d'un romancier, c'est de choisir la ligne, la succession d'événements qui va mettre en lumière quelque chose qu'il veut mettre en avant, la psychologie d'un personnage, un point de vue particulier sur tel événement, etc., etc. Donc cette suite d'événements que vous allez sélectionner, âprement et parfois douloureusement, va transformer le protagoniste. Et c'est très important qu'il y ait une transformation, un changement, une évolution. Toujours une fois dans cette conception très, très classique et traditionnelle de ce qu'est une histoire. Et s'il n'y a pas de changement, si le personnage au début de l'histoire se réveille déprimé et mélancolique, et qu'à la fin il est déprimé et mélancolique, et qu'au milieu il est déprimé et mélancolique, et que entre le début, le milieu et la fin il n'y a pas vraiment de changement d'état d'âme, c'est pas une histoire, c'est une image figée sur un état d'âme. Pour qu'on soit très précis sur ce qu'est un événement, c'est un changement significatif, et j'insiste, dans la vie d'un protagoniste. Le fait que vous vous réveillez le matin, que vous allumiez la cafetière, que vous fassiez votre café, que vous partiez, c'est pas un événement, c'est une activité prosaïque du quotidien.
Un événement, pour que ce soit significatif, c'est vous vous réveillez le matin, vous embrassez votre compagne, compagnon, ou ce que vous voulez, et il vous fout une baffe, il ou elle. Et là, c'est inattendu, donc c'est un événement. Un événement, c'est en fait la signature vraiment d'un événement, c'est le fait que le protagoniste de votre histoire va procéder à une action dans le but d'obtenir de son environnement immédiat une réaction. Et en fait, cette réaction n'est pas celle escomptée par le protagoniste. Quand vous embrassez votre compagne ou votre compagnon, vous ne vous attendez pas à recevoir une baffe en retour. Et pourquoi? Eh bien ça, c'est justement la suite de l'histoire qui va nous l'apprendre. Et c'est d'autant plus intéressant parce que comme c'est inattendu, le lecteur est tout de suite curieux de comprendre, il imagine plein d'hypothèses, et il se projette déjà dans l'avenir, dans le futur de sa lecture pour découvrir ça. Et donc ça, vous avez déjà réussi à capter son attention. Et c'est ça qu'un bon romancier fait, c'est capter et tenir l'attention du lecteur jusqu'à la fin. Et donc, pour continuer ce petit topo sur l'événement, un événement, ça inverse des valeurs par un conflit. C'est faire passer un protagoniste heureux dans le malheur. C'est faire passer un protagoniste désespéré vers un peu d'espoir ou inversement. Et il faut que ça se passe par un conflit, forcément. Il faut que le protagoniste qui cherche l'espoir alors qu'il est désespéré mette en jeu des ressources intérieures pour gagner cette lueur d'espoir qu'il cherche à atteindre. Si l'espoir, si l'amour, si le bonheur lui tombe comme ça dans son assiette le matin, il n'y a pas d'histoire. D'une part, c'est assez réaliste parce que rien d'heureux n'arrive sans combat, ou rien de positif tombe comme ça tout cru dans votre assiette, sauf vraiment gros coup de chance. Et la chance étant une denrée rare, vous ne pouvez pas en abuser dans une histoire fictive pour que ça reste crédible. Et voilà, donc il faut un conflit, il faut comme ça une inversion de valeur, passer du plus au moins ou du moins au plus, et ainsi de suite tout au long de votre histoire. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que le protagoniste dans la succession de scènes qui va constituer votre histoire, à un moment ou à un autre, et sans doute plusieurs fois au cours de votre histoire, va être amené lors de moments décisifs à faire des choix. Et un choix, c'est pas choisir entre une glace à la vanille et une glace au chocolat, c'est vraiment faire un choix décisif, répondre et résoudre un dilemme souvent moral. Est-ce que je couche avec A ou B? Est-ce que je trompe ma femme? Est-ce que je tue cette personne qui menace quelqu'un d'autre, mais le fait de tuer rentre en contradiction avec mes principes moraux excessivement élevés ou que sais-je? Voilà, c'est une situation triangulaire entre le protagoniste, l'alternative A et l'alternative B. Et si vous n'avez pas ces deux alternatives, vous n'avez pas un triangle, vous avez juste une ligne, c'est plat et c'est inintéressant. Donc, comment s'échelonne une histoire? On commence par un élément perturbateur qui va déséquilibrer la vie du protagoniste. Il se réveille, il se reçoit une baffe, il se réveille et il se rend compte que, je sais pas, il y a la fin du monde est arrivée durant son sommeil et il y a plein de zombies à sa porte. Voilà, ça c'est un élément perturbateur et il ne peut pas ne pas y réagir. Il ne peut pas ignorer les zombies qui sont à sa porte, il ne peut pas ignorer, ou pas longtemps, le fait que celle ou celui qui pensait aimer et être aimé lui ait foutu une baffe, etc. etc. Et il va y répondre souvent paresseusement en engageant le moindre effort possible et en répondant à ce déséquilibre en suivant une sorte de principe, le principe de la ligne de plus grande pente. Parce que s'il engage toutes ses forces dans la première bataille,
il sera épuisé pour la suite et il n'y aura plus d'histoire parce que vous pouvez pas, en fait, il faut être malin en construisant une histoire et vous ne pouvez pas sacrifier la scène la plus intense émotionnellement, dramatiquement, dès le début. Et souvent, quand on est un peu chamboulé dans la vie, on essaye la solution de facilité avant de voir si ça fonctionne, et souvent ça ne fonctionne pas, et ensuite on met en jeu plus de ressources, on prend plus de risques, et on est plus combatif pour lutter contre l'adversité, et sauver la princesse, tuer le dragon, etc. etc. Donc il faut essayer d'organiser les événements selon une gradation croissante de l'intensité dramatique pour que ce soit intéressant. Vous n'allez pas mettre votre grande bataille au début de l'histoire et ensuite avoir 2 heures pour voilà, je sais pas quoi, parce qu'après la grande bataille, souvent, il n'y a pas grand-chose. Et cette escalade des enjeux dramatiques amène le lecteur ou le spectateur de film jusqu'à ce qu'on appelle le climax, qui est en quelque sorte le symbole du sens profond de votre histoire, l'image qui concentre votre propos et ce que vous voulez transmettre dans votre histoire. Et c'est là où l'élément perturbateur ouvre énormément, le climax referme énormément. L'élément perturbateur ouvre un champ des possibles. On ne sait pas comment le protagoniste va réagir à cet élément perturbateur. Est-ce qu'il va être lâche? Est-ce qu'il va être courageux? Est-ce qu'il va être lâche ensuite courageux? Est-ce que ce sera un salaud? Est-ce qu'on va découvrir que le héros qui a l'air bon père de famille, bon mari, sous la pression croissante des événements, va être d'une lâcheté insupportable et le dernier des salauds, et on va passer d'un personnage sympathique à un personnage assez antipathique. Ça, au départ, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est un champ des possibles, c'est pour ça qu'on est dans le domaine d'hypothèses, de potentialités. Et à ce moment-là de l'histoire, de votre climax, c'est un moment décisif, c'est le plus grand moment décisif de votre histoire, et vous devez choisir. Est-ce que, voilà, quel est le personnage? Est-ce qu'il va se réagir comme un héros ou comme un salaud, pour être très caricatural. Et la résolution, en fait, développe les conséquences du climax et de la crise, en fait, qui est à la fois pour le personnage un danger, une opportunité, qui est à la fois là où il peut se transformer en héros, et là où il peut échouer lamentablement et échouer à sauver le monde, comme dans tout bon film américain. Et la résolution, c'est l'histoire d'amour qui est souvent une intrigue secondaire, c'est expliquer quelque chose, ou dans les films Pixar, c'est la grande fête à la fin où tous les animaux sont heureux et tout le monde est content. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les films d'animation contemporains, la résolution est une grande fête avec Shakira qui chante ou je ne sais pas qui. J'ai regardé ça dans l'avion récemment. Et voilà, on peut parfois faire l'économie d'une résolution si tout est dit dans une chute parfaite et qu'il n'y a pas besoin de délayer le propos davantage. Voilà. La fin de l'histoire, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit inattendue, c'est le propre du suspense, et inévitable. Et c'est là toute la subtilité. C'est que si c'est complètement farfelu, aberrant et sans connexion avec tout ce que vous avez dit par le passé, qui est censé préparer le lecteur à la fin et l'aider à l'anticiper, et pour voilà, qu'ils se disent je pensais que c'était plus ou moins ça, mais j'avais pas vu le petit truc en plus qui donne tout le sel à la fin. Et la fin est en soi un changement, et il faut qu'il soit absolu et irréversible,
pour qu'on ait bien l'impression que l'histoire se referme, que le héros délivre la princesse et tue le dragon, et ensuite, etc., vous savez la suite. Et si on a l'impression que le lendemain de sa nuit de noces, finalement, il va ressortir avec A, qui était son ex, si on devine une suite, il y a une insatisfaction parce qu'on se dit mais ça peut ne jamais finir en fait. Et c'est le problème des personnages velléitaires, à l'exception d'Hamlet, c'est qu'on ne sait jamais en fait s'il y a une suite. Il hésite entre A, entre B, il est avec A, puis avec B, puis avec A, puis avec B, et ça pourrait être comme ça infini. Et donc il faut éviter ça, il faut que ce soit irréversible, il faut que ce soit un engagement absolu, et qu'on n'ait pas l'impression que le lendemain il change d'avis. Donc voilà, j'arrête, j'ai encore trop parlé. Donc en gros une histoire c'est très simple, c'est un protagoniste qui a un désir, qui cherche quelque chose, qui cherche à être avec quelqu'un, qui cherche à sauver le monde, et comme c'est jamais simple, et que pour que justement qu'il y ait une histoire, il faut un antagoniste, il faut un conflit. Et donc si vous n'avez pas de conflit, si vous n'avez pas d'antagoniste, vous n'avez pas d'histoire. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de personnage, ben là je ne sais pas ce que vous faites. Vous faites un essai, mais vous ne faites pas une histoire. Donc tout ça, c'est un résumé très rapide d'une vidéo qui existe sur YouTube et dont je vous mets le lien sur cette slide. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources en ligne que je mets à disposition justement pour transmettre ce que je sais et ce que j'essaye de maîtriser. Et j'en arrive à l'antithèse. Tu as eu le temps de noter, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Donc voilà, de toute façon, ce sera en ligne. Et j'en arrive à l'antithèse de ma démonstration, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est comme les types qui voient le nombre d'or partout, dans le sourire de la Joconde, dans une feuille de chou. Le nombre d'or, c'est ce rapport géométrique, soi-disant parfait, qui expliquerait tous les chefs-d'œuvre esthétiques et toutes les formes harmonieuses dans la nature. Et je pourrais très bien vous trouver un autre rapport dans le sourire de la Joconde qui serait aussi vrai et faux que le nombre d'or. Et il y a, à force de chercher, on trouve toujours ce qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas faire ce genre de biais, ne pas tomber dans le champ de biais cognitifs, et au contraire chercher l'exception, chercher les cas particuliers, chercher ce qui falsifie le modèle théorique pour le mettre en défaut, parce que tous les bons livres, tous les bons films sont des exceptions, d'une certaine manière. Et un bon auteur, comme un bon cinéaste, trouve une manière, sinon unique, au moins personnelle, d'exprimer sa sensibilité. Et ce n'est pas les modèles, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas les généralités qui vont vous permettre au départ, quand vous commencez seulement à vous lancer dans cette lente maturation de votre talent et de votre sens esthétique, ce n'est pas les modèles généraux qui vont vous aider à faire le premier pas. Et c'est parce que le modèle est une explication a posteriori des trouvailles de la sensibilité des artistes. Et c'est bien à la fin en fait du voyage, quand vous avez amassé un matériau sensible, intellectuel, riche, profond, un peu chaotique sans doute, un peu déstabilisant à première vue parce que vous ne savez pas comment le manipuler. Et c'est à ce moment-là seulement que la théorie a peut-être son utilité, et encore pas toujours, parce qu'elle vous aide à vous orienter dans ce chaos informe et à vous dire, bon, bah alors là, ça peut peut-être correspondre à cette étape de l'histoire, l'élément perturbateur, la crise finale, etc., etc. Et ça peut servir de garde-fou pour vérifier que votre histoire n'a pas des zones de mou, vérifier qu'il n'y ait pas une grosse incohérence, etc., etc. Mais ça, à la limite, il y aura toujours un éditeur pour,
sauver les zones de mou, les incohérences de votre roman et vous dire attention, là il y a un problème, le type qui est mort au chapitre 3, là pourquoi il est toujours au chapitre 5. On pardonne toujours aux génies, aux chefs-d'œuvre, leurs petites faiblesses qui font tout leur charme, et il n'y a aucun chef-d'œuvre, même Madame Bovary, qui n'est pas dénué d'incohérence, qui n'est pas dénué de défauts. Et à un moment, les qualités des bons livres s'expliquent aussi par leurs petits défauts qui existent par ailleurs. Donc, j'ai une liste infinie de chefs-d'œuvre qui ne correspond pas au modèle que je vous ai présenté juste avant. Le Festin de nuit de Burroughs, qui passe pour un roman, mais qui n'est sans doute pas un roman au sens traditionnel du terme, comme je vous l'ai expliqué. Et je serais bien incapable de vous l'expliquer, de vous raconter. Il y a des personnages, mais c'est pas vraiment des personnages. Il y a une histoire, mais c'est pas vraiment une histoire. Il y a des thématiques récurrentes, mais on est bien en peine de dire comment elles s'interconnectent les unes les autres. Il y a des chapitres, mais... et en fait, l'histoire même de la fabrication du livre témoigne bien de ce joli bordel. C'est que le livre a été imprimé très... Enfin, l'histoire de la fabrication du livre tient en quelques semaines, et l'ordre des chapitres, en fait, n'est que l'ordre dans lequel ils sont arrivés chez l'imprimeur. Pour vous dire, le grand souci d'architecture macroscopique qu'avait l'auteur. Et donc, commencez par lire l'adaptation qu'en a fait Cronenberg au cinéma. Si vous aimez, vous avez le droit, enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez, c'est bon signe et vous pouvez essayer de le lire. Si vous détestez, il y a peu de chances que vous aimiez le livre, qui est encore plus dingue que le film. Mais le film est une très bonne adaptation et un très bon passeport pour le livre. Tristram Shandy de Laurence Sterne est un autre roman inclassable du XVIIIe siècle anglais, qui au lieu d'avoir comme ça une succession très, très rythmée d'événements, essaye d'étirer la ligne temporelle, et il passe des pages et des pages, des chapitres et des chapitres à raconter, c'est le personnage principal, Tristram Shandy, à raconter sa conception par ses parents. Il essaie comme ça d'étirer le moindre petit micro-événement en une sorte de péripétie rocambolesque et complètement à la limite de l'absurde. Et c'est ça qui fait le charme du livre, qui est rempli de digressions, qui est rempli comme ça de chemins de traverse. Et n'importe qui, n'importe quel prof de creative writing dans un atelier d'écriture qui suit à la lettre le dogme de ce qu'est une histoire classique, dirait à Laurence Sterne, non mais c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. Et j'en ai 1000 des comme ça, et c'est la preuve qu'il faut oser, avoir le courage de tenter l'extrême, quitte à se rétamer, et voir si on n'est pas capable de faire quelque chose de passionnant. Et comme je le disais tout à l'heure, on trouve toujours ce qu'on cherche. Et donc on trouve, à force de chercher des éléments perturbateurs, des climax, des crises, vous trouverez toujours quelque chose. Mais c'est pas pour autant que ce quelque chose sera très intéressant. Et parce que, encore une fois, vous essayez de plaquer un modèle théorique et général sur votre sensibilité qui est éminemment personnelle et particulière. Et du coup, vous essayez en fait de rentrer dans le moule. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est partir de vous, partir de votre sensibilité, de tout ce que vous avez de riche en vous, et essayer de trouver les propres règles de fonctionnement de cette sensibilité et la réponse formelle pour donner une forme à tout ça. Et ensuite, en général, quand on se lance, on ignore énormément de choses, de richesses qu'on recèle en soi, mais qu'on ne sait pas encore posséder. Et vous ne découvrirez ces richesses qu'en écrivant, qu'en vous confrontant à vous-même et à votre moi littéraire et profond,
et en vous remettant en question et en étant un peu dans cet inconfort de la création que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens sont effrayés. C'est pour ça que beaucoup d'écrivains restent velléitaires et ne vont pas au bout de leur tentative. C'est que c'est pas toujours confortable et c'est comme ça et vous devez faire avec. Et répondre et tenter de faire rentrer sa sensibilité dans un modèle finit dans une sorte de checklist. Alors j'ai mon élément perturbateur, j'ai mes événements, j'ai mon climax, etc. Qui au fond est très creuse et assez vide et vous éloigne de vous-même et de votre sensibilité. À la fin peut-être du processus c'est important, mais surtout pas au début. Et ça a été une de mes erreurs quand j'ai organisé un séminaire l'année dernière, je crois, où j'ai expliqué en long, en large, en travers tout ça qui est très intéressant, qui est vraiment passionnant, mais qui est sans doute pas la bonne première étape quand on commence. Et ça a été mon erreur, parce que c'était des gens qui commençaient, et il m'a semblé un peu que cet exposé était... Enfin, moi, je l'ai senti après coup, en fait, était très limitant, en fait. Et au lieu d'augmenter un peu l'éventail des possibles et d'agiter un peu les réactifs et de voir ce qu'il en sort, ça limitait trop vite, trop tôt, en fait, le champ d'expérimentation. Donc on va parler, j'ai encore trop parlé, on va parler de deux auteurs qui savent échapper au diktat en fait, de l'intrigue pour aller vers des créations d'atmosphère, des créations de personnages, comme ça, assez nébuleux, assez diffus pour une première lecture d'un premier abord, mais extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement profond, et qui vont sans doute durer dans le temps, parce que justement, c'est inépuisable. Donc, ce sera Patrick Modiano et Eri De Luca que tu m'as fait découvrir, qui est un écrivain italien, un peu comme Modiano, qui fait comme ça des livres fragmentaires, diffus sur des souvenirs. C'est un peu toujours la même chose, mais jamais tout à fait. Il y a des jeux de variation en fait, sur des thèmes récurrents et des obsessions récurrentes. Et jamais d'intrigue très précise, très bien délimitée, avec un rythme intense. Et c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus nébuleux, et c'est tout le charme de ces histoires. Et on va essayer, dans la demi-heure qui vient, de vous transmettre notre passion pour ces auteurs. On va commencer par Modiano. Je vais peut-être te laisser la parole parce que j'ai l'impression que je parle et ça me dérange beaucoup. J'ai pas lu un pédigré. Ouais, du coup, Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ces livres-là, et c'est un petit peu ce que Thibaut disait juste avant, c'est que ce qui est privilégié, c'est pas forcément la narration et la succession d'événements, mais c'est le ressenti poétique au monde, en fait. On va avoir accès à la sensibilité de l'écrivain, à sa sensibilité au monde, via la poésie, via des images, via en fait des phrases qui vont nous toucher, nous lecteurs. Et si on commence par exemple par le livre de Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, en fait, comment Modiano réussit à s'y prendre pour écrire un livre qui va quand même raconter quelque chose. En fait, son point de départ, c'est un café, c'est un lieu où se rencontrent de jeunes gens et puis des personnes un peu plus âgées. Et on va faire un focus sur un des personnages, qui est le personnage de Lucky. Et on va suivre ce personnage. Il va arriver des choses, pas forcément des événements vraiment dramatiques, au début tout du moins. Mais on va quand même réussir à cerner ce personnage petit à petit. Et comment l'auteur s'y prend-il ? En fait, ce qu'il fait, c'est que, c'est un exemple que je trouve intéressant, c'est qu'à chacun des chapitres, le narrateur change.
Donc le narrateur, c'est toujours un jeu. Par exemple, au premier chapitre, c'est un étudiant qui vient régulièrement dans ce café. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne sait jamais le nom de cet étudiant. Non, on ne se connaît pas son nom. Il réapparaît dans d'autres narrations par la suite, où on voit comme ça, de proche en proche dans l'histoire, mais à aucun moment on ne sait ne serait-ce que le prénom de cet étudiant qui est un personnage très, très réservé, très, très timide, qui reste en marge de ce petit groupe, voilà, un peu bohème, un peu interlope, qui se réunit dans ce café qui va servir vraiment de lieu central de l'histoire et même de symbole de cette histoire. Et c'est une bonne chose, en fait, les narrateurs timides, réservés, qui restent en marge de l'histoire principale, parce que justement, ils sont en périphérie de l'action, et donc, pendant que, comme ils sont dans un coin et qu'on ne les remarque pas parce qu'ils sont assez réservés et discrets, les protagonistes peuvent agir à leur convenance, peut-être avec plus de laisser-aller et d'abandon que si le narrateur était très présent, très intervenant dans les conversations et dans l'histoire. Et moi, ça me fait penser un peu, peut-être un degré moindre, au narrateur de Gatsby, qui est comme ça, une caméra sur le côté, qui est pendant un long travelling, qui suit Gatsby du début à la fin, qui nous fait découvrir jusqu'à sa fin. Et parce que c'est quelqu'un, voilà, d'assez normal par rapport à Gatsby, qui est anormal tellement il en rajoute. Il peut observer des choses très intéressantes. Et c'est comme ça, en astuce pour écrire un roman, c'est souvent une bonne chose d'avoir ce genre de narrateur. Je te rends la parole. Ouais, c'est vrai. Et ce qui était vraiment très intéressant, justement, dans ce premier chapitre, qui est un chapitre où on découvre ce lieu et où on découvre les personnages, il y a ce narrateur très discret qui va nommer toutes les personnes. En fait, on va avoir une énumération de noms de personnes sans forcément avoir une description très approfondie. Parce qu'en fait, il ne connaît pas les personnages personnellement, il entend leur nom, leur prénom, mais ça crée une espèce de familiarité du lieu. Et petit à petit, on se sent familier de ce lieu et on s'attache à ce lieu, même si c'est pas forcément passé énormément de choses. Donc, le premier chapitre, ça va être ce narrateur discret. Ensuite, ça va être un autre narrateur qui est un détective privé. Voilà, parce qu'il va enquêter finalement autour de Lookie. Ensuite, ça va être Lookie elle-même qui va parler. Dans le troisième chapitre, le jeu, ça sera Lookie. Et ensuite, un ami... Enfin, les deux derniers chapitres, c'est l'ami amant elle a quitté son mari. De cette femme, Lookie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des narrateurs du coup différents qui nous permettent par des visions différentes de ce personnage de Lookie, commencer à la connaître, à comprendre son histoire. Et l'autre astuce, c'est que ça se passe dans des temporalités différentes. Tous les narrateurs ne racontent pas une histoire qui se passe en même temps. À chaque fois, c'est rétrospectif, mais la durée qui sépare le narrateur qui raconte de manière rétrospective et le cœur d'événements qui constituent l'histoire varie. Ça peut être 20 ans, il s'est passé 20 ans, 10 ans, quelques temps seulement. Et du coup, ça varie le regard, parce qu'avec plus le temps passe, plus les événements décantent, et plus la réflexion a posteriori peut se construire, à raison ou à tort, hein, parce que parfois les raisonnements a posteriori sont pas toujours justes, mais du coup, ces deux procédés, même si j'aime pas beaucoup ce terme de procédé, ça fait artificiel, mais c'est deux manières de raconter à la fois un croisement de regards qui multiplie les points de vue, et donc les possibilités d'interprétation sur la protagoniste Lookie, et cette variation de temporalité, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, permet de maximiser en fait les points de vue, les interprétations, et donc du coup les niveaux de sens. Qui a raison en fait dans cette histoire? Qui a le point de vue juste? Et peut-être que
le sens de cette construction, c'est que personne n'a raison, personne n'a une vérité, et que aucun personnage, aucune personne ne se résume à une vérité très simple, très mathématique. Et ça permet de mettre en avant, de laisser deviner au lecteur cette part de mystère qui est un noyau dur au sein de chacun de nous, et qu'on n'arrive pas à réduire comme ça à une équation caricaturale, simpliste. Et c'est pour ça qu'on continue à lire les chefs-d'œuvre, c'est qu'ils sont inépuisables, c'est que les niveaux de signification sont constamment renouvelés par de nouvelles études, des nouvelles découvertes. Et c'est pour ça qu'on relit en fait les bons livres. C'est que à chaque relecture, la première lecture, c'est on s'intéresse à l'histoire, c'est une lecture de décodage, de décryptage de ce qui se passe, la succession des événements. On est pris par l'histoire, on cherche à deviner ce qui va advenir par la suite. La seconde lecture, on s'intéresse déjà peut-être, si on est un lecteur avec un peu d'expérience, on s'intéresse peut-être à comment ça fonctionne, quelle est la structure, comment les thèmes, les intrigues s'entremêlent, comment les personnages sont construits. Et une dernière lecture potentielle, c'est davantage microscopique, c'est comment c'est donné à voir au lecteur, quelles sont les images, quels sont les rythmes, tout ce qu'on appelle un peu facilement le style, la forme, comment ça fonctionne. Et à partir du moment où vous maîtrisez ces 3 niveaux de lecture, vous êtes prêt à devenir écrivain, vous êtes prêt à l'écriture. Et le problème des écrivains, soit qui écrivent mal, soit qui peinent au début, c'est que souvent, et c'est normal, et c'est bien de ne pas attendre, souvent ils sont pas assez bons lecteurs, soit ils lisent pas assez, soit ils lisent beaucoup, mais de manière indisciplinée et chaotique, et ils ne savent pas lire avec un esprit critique, et c'est pour ça qu'il y a autant de mauvais livres en tête des meilleures ventes. C'est que la plupart des gens ne savent pas lire, c'est pour ça que la plupart des écrivains ne savent pas écrire, et je le dis avec toute l'arrogance que cela sous-entend. Et donc apprenez à lire, et c'est pour ça qu'on apprenez à lire, je le dis pas personnellement comme si vous étiez un ramassis d'incapables, c'est de manière plus générale. Et moi j'en suis passé par là, par la découverte d'auteurs qui avaient un vrai sens esthétique et qui arrivaient à le transmettre. Et c'est comme ça que moi j'ai réappris à lire en lisant Charles Dantzig, en lisant Nabokov, les cours de littérature de Nabokov, le dictionnaire égoïste de Charles Dantzig, en lisant, en écrivant de Julien Gracq, qui est l'un des livres esthétiques les plus intéressants du XXe siècle, le livre qu'a écrit Tarkovsky sur son cinéma, qui même s'il parle de cinéma est très facilement transposable à la littérature. Je crois que ça s'appelle Le Temps scellé, et qui est passionnant, même si vous n'aimez pas Tarkovsky, et je peux le comprendre parce que c'est très lent et très contemplatif, et peut-être qu'il aurait pu adapter Modiano s'il avait vécu plus longtemps. Voilà, lisez énormément et lisez bien. Et pourquoi je disais ça? Voilà, je suis encore parti dans une digression. Après, ouais. On parlait de Modiano, voilà. Excusez-moi. Et donc, voilà, plusieurs narrateurs, plusieurs points de vue, plusieurs temporalités. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, c'est l'économie de moyens avec laquelle il mettait en scène ses personnages. Souvent, moi, dans les manuscrits qu'on veut bien me faire lire, j'éprouve beaucoup d'impatience parce que quand on commence, on a peur d'être incompris par le lecteur. On se demande si il va bien comprendre que tel personnage est comme ci et pas comme ça. Et donc du coup, il y a des tartines d'explications, de scènes d'exposition, des trucs à rallonge insupportables pour quelqu'un qui sait un peu lire.
Et lui, pas du tout, il fait confiance au lecteur. Et notamment, dans le premier chapitre, une belle trouvaille, c'est... Alors je vais devoir un peu raconter, c'est... au départ, en fait, pour nous faire découvrir cette bande d'amis, d'habitués du bar qui s'appelle Le Condé, pour nous les faire découvrir en évitant le... Donc, il y avait un tel, il y avait qui faisait ça dans la vie, qui était comme ça et pas autrement. Il dit rien. Et il passe par une liste qui, moi, m'évoque la liste des invités des soirées de Gatsby, toujours. Même si les deux livres n'ont rien à voir stylistiquement et même littérairement. Mais la liste, qui est peut-être le procédé le plus archaïque, qui est la chose la plus antilittéraire qui soit, est quelque chose de très moderne et de très efficace, de très rapide et de très elliptique en même temps, pour donner au lecteur le sens d'une atmosphère, l'intuition d'un groupement d'individus, et qu'est-ce que ça indique comme socioculturellement parlant, comme atmosphère, qu'est-ce que ça donne au lecteur comme indice. Et donc, la première liste, c'est... Il y a un type qui est passé dans le bar faire des photographies, et il y a un livre d'art qui est paru sur Paris, sur l'ambiance parisienne des cafés et bistrots parisiens. Et notamment, il y a un passage sur ce bar en particulier. Et donc, il y a des photographies qu'évoque le narrateur avec des légendes. Et les légendes, c'est seulement de gauche à droite, Zacharias, Lucky, Tarzan, Jean-Michel, Fred, Ali Shérif. Au premier plan, assise au comptoir, Lucky, derrière elle, Anné, Don Carlos, Mireille, Adamov et le docteur Valla. Et en fait, la simple sonorité des patronymes ou des surnoms ou des indications de métiers comme le docteur Valla, ou des sonorités Adamov, ça m'évoque l'Europe de l'Est, voire un transfuge soviétique, parce que tout ça se passe, on imagine, dans le Paris d'après-guerre des années 50, 60, qui existait encore quand Godard tournait, voilà, ou un Paris encore populaire avec des bars, des artisans, des bistrots, des ouvriers, et qui a disparu depuis. Et on sent cette perte, en fait, de cette partie de Paris dans la narration rétrospective. Et maintenant, je ne sais plus quel narrateur dit que rive gauche à Saint-Germain, il n'y a plus que des boutiques de luxe, et ce qui est vrai. Et en fait, pendant tout le chapitre, au lieu de nous dire de perdre du temps à expliquer les personnages au lecteur, au lieu de les mettre en scène, il y a des répétitions, en fait, des phrases comme j'étais là un soir où elle est rentrée vers minuit, où il ne restait plus que Tarzan, Fred, Zacharias et Mireille assis à la même table. Et il va y avoir des récurrences comme ça il ne restait plus qu'un tel, un tel, un tel, elle va s'installer à la table de un tel, un tel, un tel. Ce ne sera jamais les mêmes, mais il y aura quand même des répétitions de proche en proche. Et ça crée une intimité, en fait. Sans le vouloir, ou peut-être de manière très consciente, il a réussi à créer une intimité, un effet de familiarité avec ce lieu, tout en essayant de le mythifier. Et la mythification passe par des anecdotes. C'est comme toute mythologie, il y a des événements fondateurs, des rencontres, et ça va être saupoudré comme ça en arrière-plan, sans jamais insister, mais toujours présent, et c'est très juste. Donc, ce que je trouve intéressant, ouais, c'est qu'en fait, le fait de nommer les lieux et les personnes, c'est quelque chose qui revient souvent dans Modiano. oui. Et justement dans Un pédigré, qui est l'histoire de son enfance et jusqu'à sa jeunesse, au moment où il prend vraiment sa vie en main. Il va aussi, en fait, accumuler, en fait, faire une liste de lieux, de noms, un petit peu comme un procès-verbal, en fait, où il raconte ce que faisaient ses parents, qui ils ont rencontrés, avec qui ils travaillaient, qui étaient leurs amis, où ils habitaient.
Et c'est un petit peu le même genre de En fait, d'énumération, en fait. chez Modiano, il me semble, il y a toujours un travail sur la toponymie, donc sur comment cibler un souvenir par le ressouvenir des adresses, des numéros de téléphone, surtout des numéros de téléphone de l'après-guerre, avec les Hauteuil 324, 247, je ne sais pas combien il y avait de chiffres à cette époque, des arrondissements, des arrêts de métro. Et en ciblant comme ça, en épinglant sur une carte ces points, il essaye de cibler un souvenir, de délimiter en fait un moment de vie. Et également par les patronymes, vraiment en listant en fait les individus par leur patronyme, par leur état civil, et ça c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans le chapitre 2, qui est le chapitre du détective privé. Alors c'est pas un film noir avec Humphrey Bogart, là aussi le rythme est très contemplatif, très lent. Et ce détective privé, on comprend plus ou moins que c'est un ancien des renseignements, qui est une sorte de limier, pour utiliser un cliché de polar redoutable, avec peut-être on ne sait pas trop quand il a commencé à travailler dans le renseignement. Il y a peut-être un passé de la France collaborationniste qui à un moment est évoqué. Et il parle comme un flic. Et donc, au lieu de dire, je sais pas, Lucky, c'est un surnom, et son vrai nom, c'est Jacqueline, je sais plus d'ailleurs, Jacqueline Bidule, on va dire. Et au lieu de l'appeler Jacqueline Bidule, il l'appelle Bidule Jacqueline, née avec son nom de famille. Et comme ça, et constamment, pour tous les personnages. Et ça permet de souligner sa profession, son expérience d'agent des renseignements, son expérience de type qui ne pense qu'à trouver la personne qu'il recherche, à comprendre comment, à partir d'indices, il peut la cerner. Et le parallèle est immédiat avec le travail du romancier. Comment donner seulement les quelques indices nécessaires au lecteur pour qu'il arrive à cerner le personnage sans trop lui en dire, pour qu'il puisse s'en faire une idée, travailler le personnage avec sa propre imagination pour l'interpréter, et voilà. Il y a énormément de parallèles entre Modiano romancier et les narrateurs, quels qu'ils soient. Et ce qui est intéressant justement, c'est que, comme tu disais juste avant, on ne fait jamais tout le tour en entier d'un personnage, et c'est fragmentaire. Et là, on a vraiment en fait des vues fragmentaires par différents narrateurs. Et à la fin du roman, d'ailleurs, un des narrateurs nous dit je ne comprends pas pourquoi il se passe un événement. Il dit je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et ça, oui. Ouais, ça fait écho au fait justement que en fait ce roman est une fugue dans les deux sens du terme, à la fois fugue comme la fugue d'une adolescente, et fugue au sens musical, comme développement successif de différentes voix qui reviennent de proche en proche dans la composition, et cette technique du contrepoint, voilà, ce jeu de répétition et d'alternance de voix. Et fugue au sens de fuite, parce que le personnage principal de Lucky est la fugitive perpétuelle qui fuit son passé, qui fuit sa famille, qui fuit comme ça une angoisse existentielle, la peur d'être... Alors c'est assez diffus, on sait jamais trop justement ce qu'elle fuit, on comprend jamais tout à fait ce que... Et la plupart des protagonistes ou des narrateurs sont des fugitifs au sens métaphorique, des transfuges au sens métaphorique. On sent que... Et il y a toute une thématique sur les frontières, sur un personnage, je crois que c'est le copain de la fille, qui écrit un texte sur les zones neutres, des sortes de sanctuaires, de refuges, dans laquelle les transfuges, comme elle et lui, parce que lui, il s'appelle Roland, mais on comprend que c'est un nom d'emprunt, c'est pas son vrai nom, qui fuit
un passé, mais on ne sait pas trop lequel. De la même manière que il y a une autre référence au passé collaborationniste de la France. C'est il y a un personnage un habitué du bar qui s'appelle Le Condé, qui en argot est un indique de police, by the way, qui rappelle cette thématique voilà, du renseignement, des flics, des indices qu'on collecte sur les gens. Et il y a un type qui a une théorie des points fixes et qui note les allées et venues de tous les habitués. Et il note par exemple Louki arrive à telle heure, tel jour, avec un type brun qui porte un blouson d'un vert ou quelque chose comme ça. Pour tous les habitués, pendant 3 ans. Et à un moment, le détective privé se fait passer pour un éditeur d'art et s'intéresse à son carnet, à son cahier Clairefontaine, et il lui emprunte sous un prétexte quelconque. Et puisque lui, en fait, est embauché par le mari qu'a fui Louki pour découvrir où elle est passée. Et donc, comme il y a les élèves, tous les habitués, y compris Louki, il en profite pour souligner comme ça chaque occurrence de son passage et pour découvrir qu'elle est à chaque fois avec un type brun, aux yeux verts, portant un blouson d'un ou quelque chose comme ça. Et il y a un habitué qui est assez défavorable à cet index, à cette collecte d'informations, en disant, et puis c'est dangereux de faire ça, votre cahier, on dirait un registre de la police ou la main courante d'un commissariat, c'est comme si nous avions tous été pris dans une rafle, dans une histoire qui se passe dans ce qu'on imagine immédiate après-guerre. Ça évoque beaucoup de choses. Et donc, cette thématique de la fuite peut se comprendre à plein de niveaux. La fuite d'une autorité répressive, que ce soit le mari, que ce soit un état policier, que ce soit un groupe d'individus peu recommandables qu'elle a fréquenté, Louki, avant de fréquenter ce bar-là. Et là, c'est très fin de sa part, parce que il y a des parties évoquées très pudiquement dans une auberge en bordure de Paris. On ne sait pas si c'est des partouzes. On évoque la drogue sans jamais la montrer comme le montre comme pourraient le montrer des auteurs trash. Et ce jeu du hors-champ, en fait, est très, très efficace, parce que du coup, le lecteur peut tout imaginer, y compris le pire. Et moi, j'imagine toujours le pire. Donc c'est très efficace. Et surtout, ça fait participer le lecteur à la co-création des scènes, à la co-création de l'histoire. Et donc, il est happé par cette histoire, même s'il n'y a pas de succession haletante de péripéties. Il y a une atmosphère, il y a comme ça une nasse de thèmes qui s'entrecroisent et qui, par leur répétition, leur récurrence dans l'histoire, apportent une profondeur, une épaisseur et une cohérence qui signe la longévité et la dureté face à l'érosion du temps des grandes œuvres. Et on va évoquer rapidement Henri de Luca, ouais. Sinon on ne va jamais en parler. En fait, ouais, c'est vrai que en écoutant justement là, ce que tu disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il nous laisse plein de zones d'ombre et il met beaucoup le lecteur à contribution. En fait, le lecteur, justement, n'est pas pris pour un idiot et ne reste pas passif et essaye de deviner ce qui se passe dans ces zones d'ombre. Et justement, à un moment, quand il parle de la cartographie des zones neutres dans Paris, ouais. Il les appelle aussi les zones d'ombre. Ouais, en fait, chaque protagoniste, enfin, chaque narrateur a sa petite expression. Il y en a un qui appelle ça théorie des points fixes, l'autre qui s'appelle les zones neutres. À un moment, on parle de limbe. Il y a un personnage qui demande à Louki, qui lui dit « Ah, mais tu viens des limbes ». Voilà, cette zone intermédiaire des innocents et des justes. Il y a d'autres références
voilà, c'est l'image du sanctuaire dans lequel on se refuge parce qu'on fuit. Il y a aussi la question des frontières entre les différents quartiers de Paris que seuls les fuyards, les fugitifs et les transfuges arrivent à franchir parce qu'on a l'impression qu'ils ont une connaissance intime et peut-être un peu une connaissance d'initié des passages à emprunter ou pas. Et Modiano, par la voix de ses narrateurs, répète à chaque fois, plusieurs fois dans ces différents chapitres, qu'on ne sait jamais rien en fait des personnages. Et là, il est très proustien, je trouve, parce que Proust avait une horreur des explications définitives des personnages, et la recherche n'est qu'une temporisation d'une explication définitive, et à chaque fois, le narrateur de la recherche découvre que ce qu'il pensait être juste, ce qu'il pensait être la vérité d'un personnage, est contredite par une parole, un geste, une attitude de ce personnage. On ne peut jamais être sûr de ce qu'est vraiment un être humain. Et on a beau récolter tous les points fixes, tous les repères, tous les patronymes, tous les allées et venues de ce personnage, à la fin, on n'en sait pas plus. Et ce qui est triste, ce qui est vraiment la mélancolie de cette histoire, c'est que ce soit la mère de l'héroïne, que ce soit le mari de l'héroïne, en fait, ils sont face à une zone d'ombre, un angle mort. Il est impossible de la comprendre tout à fait. Le mari est un pauvre type qu'elle a rencontré au travail, enfin un pauvre type qui est brave, qui est gentil, mais qui est un peu prosaïque et qui n'a pas la folie, et qui n'a pas l'envie d'infini que témoigne l'héroïne. Et donc du coup, il la comprend pas et elle fuit face à cet individu charmant, mais un peu plan-plan, quoi, pour ne pas le mépriser. Donc on va évoquer quand même, avant de finir, Eri De Luca, qui est comme je disais, assez modianesque, même si ça n'a aucun intérêt comme ça de comparer bêtement deux écrivains, en ce sens où là aussi c'est des fragments, mais contrairement à ce roman de Modiano où il y avait comme ça plein de points de vue, là c'est le narrateur qui est plus ou moins l'auteur, sans que ce soit jamais vraiment précisé, qui est là aussi un ressouvenir de son passé. Tu le connais beaucoup plus que moi, donc je vais te laisser parler. C'est souvent très autobiographique en fait ce qu'il écrit, et ça pas. Alors autant chez Modiano, là on raconte une histoire, il y a un personnage central avec une histoire qui se déroule. Ici, ça va être vraiment fragmentaire. En fait, il nous parle de souvenirs d'enfance. Et son point de départ, c'est une photographie sur laquelle on voit sa mère. Et il rentre dans cette photo par la pensée. Et en rentrant dans cette photo, il se souvient de son enfance, de repas d'enfance, du personnage d'un de ses amis d'enfance qui est mort accidentellement. Donc petit à petit, par digressions successives, il nous amène de lieu en lieu et il nous amène de personnage en personnage. Et l'intérêt du livre, alors pourquoi on a envie de continuer ce livre, c'est parce qu'au fur et à mesure, il nous donne vraiment accès à sa sensibilité au monde et à ce qu'il peut ressentir ou ce qu'il a pu ressentir face à telle ou telle personne de sa famille, tel ou tel événement. Il nous parle à un moment de la mort accidentelle justement de son ami qui est décrite très belle, vraiment. Très belle. En fait, c'est un passage où il se souvient de son ami d'enfance, qui est à la fois le meilleur ami, son idole, le modèle qu'il avait. Quand le personnage est pas l'enfant ou l'adolescent athlétique, beau garçon, qui est ce meilleur ami-là. Il est plutôt malingre, chétif, bègue en plus, timide, réservé, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer qui va avec. Et donc il avait en quelque sorte idolâtré cet individu qui était une sorte de demi-dieu pour lui, d'héros.
Et ils faisaient de la plongée en apnée tous les deux, ce qui était une bonne chose de le faire à deux, parce qu'on ne plonge jamais seul. Sauf qu'à un moment, son idole a plongé seul et n'est pas revenu de sa plongée, puisqu'il a souffert d'une embolie ou quelque chose comme ça. Et il y a des images très, très justes. Je ne sais plus où c'est. Dans ce passage-là, c'est quelle page 43. Voilà. Il descendit pour descendre, comme une ancre s'enchaîne, les oreilles bouchées, les yeux fixés vers le fond. Il fendait de ses bras le noir de l'eau. La mer s'accumulait au-dessus. Nous sommes descendus bien des fois. Là-dessous, on perd son ombre. J'essayais d'être la sienne. Dans la mer, on peut. Et voilà, en quelques images, à la fois, il donne à voir la descente verticale dans la colonne d'eau, avec l'eau qui s'accumule au-dessus et la profondeur forcément inversement qui diminue en dessous. Il utilise une image pour la chute, ancre s'enchaîne, qui est pas mal, qui est pas assez éloignée du domaine maritime, parce qu'une image est d'autant plus efficace qu'elle est éloignée de ce à quoi elle se réfère. Et il aurait fallu trouver quelque chose, un équivalent avec une chute libre dans l'air, quelque chose comme ça. Alors comme je n'y connais rien, forcément j'ai pas d'intuition devant la caméra, mais vous trouverez aisément, j'en suis sûr. Et juste avant, il a, comme c'est un enfant délicat, parce que quand on n'a pas de muscles, on n'a pas le choix, il faut être délicat. Il a cette notation très juste, assez révélatrice de l'époque et de la culture un peu machiste de l'Italie. À cette époque, entre jeunes gens, il fallait modérer son admiration, la dissimuler, la tourner en dérision, car un manque de mesure pouvait compromettre une réputation virile. Et cela dit en passant toute l'homophobie qui pouvait exister pour une amitié un peu trop forte et proche entre deux garçons ou deux adolescents. Pudibonderie qui n'existe pas, j'ai l'impression, pour les filles, qui ont l'air beaucoup plus simples et intuitives et sans tabou pour ce qui ressort de l'amitié. Voilà. Oui. J'ai un autre exemple aussi d'un passage, justement en fait, pourquoi ça nous touche, c'est parce que ça nous parle de thèmes universels. Au fur et à mesure, finalement, le prétexte de cette photo pour raconter l'histoire de sa famille, de lieu de son enfance. Il nous parle de la mort d'un proche. À un moment, vers la fin du livre, il parle de la maladie de son père. Et là encore, c'est fait, je trouve, de façon très subtile, avec beaucoup de pudeur. Il écrit « Comme il est étrange, le temps des maladies qui n'est pas fait de jour, de nuit, de dimanche et de saison à la fenêtre. Ce fut une succession d'heures, quelques-unes de répit, d'autres au contraire où la douleur virait dans son corps comme une toupie au mouvement perpétuel. Nuit et matin se confondirent dans notre chambre, au point d'être indistincts. » Et je trouve que c'est très... en fait, c'est très évocateur, sans parler forcément de... voilà, dire elle est malade, elle restait au lit, etc. Non, sans rentrer dans les détails médicaux. Voilà, sans rentrer dans les détails très concrets. C'est plus justement comment la vie est bouleversée, comment le temps lui-même se trouve bouleversé par la maladie d'un proche. Oui, donc c'est encore la preuve que c'est pas forcément en grossissant le trait, en appuyant bien sur ce qu'on veut montrer, qu'on montre le mieux. Et parfois, il suffit juste de l'évoquer par une ellipse, par une image littéraire, par un changement de rythme, par quelque chose comme ça, ou par une récurrence de certains thèmes, comme chez Modiano, pour donner à voir quelque chose de, certes, un peu nébuleux, mais en ayant juste en ayant réussi à trouver la bonne distance, le bon... c'est comme un chasseur de papillons. Il ne faut pas tuer le papillon en l'agrippant des deux mains, mais voilà, avoir beaucoup de délicatesse pour l'enfermer dans le filet sans l'écraser. Et voilà, il faut garder parfois une pudeur pour
pour évoquer avec délicatesse certaines choses qui, avec plus de brutalité, disparaîtraient parce qu'elles seraient écrasées par cette brutalité. Et voilà, je sais pas. Je trouve qu'il parvient très bien. En fait, ouais, d'ailleurs, en fait, enfin, là, c'est la maladie d'une femme, en fait, dont il parle. Et c'est dans son dernier livre où il parle aussi. Enfin, donc, c'est très beau la façon dont c'est décrit. Et il parle aussi justement de la maladie de son père dans son dernier livre. Et de la même manière, en fait, il parle plus de l'environnement de la chambre plutôt que du malade lui-même. Et c'est en fait en parlant plus de l'atmosphère que des faits réels, c'est comme ça en fait que ça touche le plus le lecteur. Ouais, il est ce qu'un écrivain qui travaillerait à la place le pathos, le mélodrame mettrait vraiment au premier plan. Lui, il le laisse hors champ, ou en tout cas au second plan, et il le laisse deviner, il laisse le lecteur s'imprégner de l'atmosphère, donc du coup laisser le personnage infuser jusqu'à lui à travers cette atmosphère. Voilà, on va peut-être conclure rapidement. Donc en gros, si vous avez 2-3 grands points à retenir de ce type de littérature, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, et même c'est requis si vous voulez durer en littérature, il ne faut pas hésiter à écrire en profondeur, à savoir à fouiller vos thématiques, vos personnages, vos atmosphères, pour en donner une perspective en fait, tout simplement à votre histoire, une profondeur de niveau de signification. Parce que en fait, plus on lit un livre, plus on en vient à le connaître intimement. Et si on connaît intimement dès la première lecture, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre livre est plat, c'est que vos personnages sont plats, c'est que vous n'avez réussi éventuellement qu'à réussir la succession d'événements pour raconter une histoire, mais vos personnages et votre histoire sont aussi intéressants qu'une sitcom mal fagotée, qui est peut-être intéressant pour décompresser après le travail, mais qui est rarement un chef-d'œuvre. Ensuite, faites confiance au lecteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le grand défaut quand on commence, et c'est le défaut que j'ai eu et que j'ai réussi à ne plus avoir, c'est que même en sachant ce défaut-là, on a tendance à vraiment avoir peur, à se dire attention, est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'il ne faut pas en rajouter un peu, est-ce qu'il ne faut pas expliquer, est-ce qu'il ne faut pas ceci et cela. Et donc du coup, vous ne respectez pas l'intelligence et la sensibilité du lecteur, et vous ne lui faites pas confiance. Et donc du coup, vous lui expliquez, vous lui retirez une part de son travail, qui est vraiment une part active, une part de co-création, parce qu'il a que vos mots pour imaginer tout plein de trucs dans sa tête. Et si vous lui dites tout, la scène n'arrivera pas jusqu'à son cerveau. C'est comme dans Inception, la meilleure manière d'instiller une idée dans l'imagination de quelqu'un, c'est surtout de ne pas lui dire noir sur blanc cette idée, et de trouver des voies de contournement, des analogies, ou creuser plus profondément pour qu'il ait l'impression en fait d'avoir eu lui-même cette idée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, ça c'est une citation justement de Laurence Sterne dans Tristram Shandy. Il faudrait savoir à la fin si c'est à nous autres écrivains de suivre les règles ou aux règles de nous suivre. Encore une fois, n'ayez pas peur de briser des règles, des canons esthétiques, si vous avez l'impression que ça correspond à votre sensibilité, à ce que vous voulez raconter. Alors ne faites pas l'inverse des règles pour le plaisir d'être mal élevé et de ne pas respecter les règles. À un moment, on revient plus ou moins en règle, mais selon sa propre manière, et c'est ça qui est important. Et il faut avoir je parlais d'arrogance tout à l'heure, cette présomption qu'on a quelque chose de personnel, voire d'unique à transmettre aux autres, à laisser
au monde et à la postérité. Et hélas, je rencontre beaucoup de personnes un peu timides, un peu trop modestes à mon goût, qui n'ont pas assez confiance en elles et qui n'ont pas l'impression d'avoir grand-chose à dire, alors qu'on a tous vécu des choses riches, des choses qui font mûrir la sensibilité, sauf que la plupart du temps, on ne le sait pas, on ne le devine pas, parce que cette sensibilité est immature, parce qu'elle elle n'a pas été étayée par des lectures, par l'art, qui est un révélateur d'intuition et de choses qu'on sait intuitivement, mais qu'on ne sait pas formuler, et c'est pour ça qu'il faut lire, parce que les auteurs mettent des mots sur des intuitions qu'on ne sait même pas avoir quand on les découvre formulées sur la page du livre. On se dit mais c'est bien sûr, et là on grandit, et on change, et on mûrit, et on devient quelqu'un peut-être de meilleur. Donc finalement c'est un problème d'estime de soi, et je vous encourage en 2017 à travailler ça. Alors encore une fois, je ne vous le dis pas à vous en particulier, mais si vous vous reconnaissez dans cette image un peu rapide que je fais, moi avant d'écrire de manière décente, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, j'écrivais très mal. Et c'est déjà en s'en rendant compte qu'on commence à progresser. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et si vous avez des questions, profitez-en si vous voulez rester un peu plus. Merci. Merci à vous. Des questions? Ne soyez pas timide. C'est le premier pas vers l'estime de soi. Tu as pris l'exemple de la recherche Ouais. à un moment. Je trouvais ça très très intéressant, la manière dont tu as condensé. Vous n'entendez pas? Ah d'accord, je vais parler plus fort là. Ton analyse de la recherche m'a interpellé, parce que par rapport au thème de la rencontre qui travaillait avec... 3 fois rien. Voilà, avec peu de choses, Oui. il y a une matière, c'est vrai, qui est gigantesque chez lui, mais au fond, en fait, c'est la question que je me suis posée en t'écoutant. Finalement, la trame, enfin, la substantifique moelle de son travail est finalement assez simple. Je veux dire, ça Tout est simple en dernière réduction. Voilà. Donc, alors là, C'est simple de Modiano ou de Proust? non, là, je les parlais deux, de Proust. les deux. J'étais Ah, dans de Proust, Proust. mais bon. C'est curieux de les comparer. Parce Oui. que, en fait, Proust est tellement précis et tellement clair Oui. et limpide. Et Modiano, moi je ne vais pas en parler bien parce que j'ai lu qu'un livre et je me suis dit ça va, c'est bon, j'ai compris, parce que justement il y a ce père collaborateur, il y a une espèce de... Il y a un problème d'identité, on dirait, quelque chose de... Vous avez dit plusieurs fois fuite, vous avez dit plusieurs fois fugue, c'est vraiment ça quoi. Donc on ne comprend... On arrive à rien. Enfin, sur moi, ça marche pas du tout. D'accord. Non, parce que rien n'est défini, quoi. On est dans une espèce de brouillard. On est vraiment dans le brouillard D'accord. de l'après-guerre. Et en fait, on y reste tout le temps. Alors que Proust, c'est le contraire. C'est une forme de limpidité, de clarté, de précision, d'exactitude même, Maniaque. comment dire, maladive. Enfin, donc c'est drôle de les comparer. Alors je vais prendre vos deux questions, les synthétiser et y répondre en même temps. C'est vrai que pour une présentation qui s'intitulait Comment raconter une histoire avec 3 fois rien, parler de Proust, ça peut paraître paradoxal, Et de Modiano aussi, voire et surtout comparer Modiano et Proust, en effet, et oser, parce que Proust, c'est la longueur, c'est le dépliement jusqu'à l'échelle microscopique de toute la richesse d'un personnage
jusqu'à ce que ce soit maniaque, et toute la richesse de la mémoire, etc. Modiano, c'est souvent des romans courts, denses, qui ne sont pas dans l'analyse, c'est vrai, qui sont dans la suggestion, et je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que ça n'explique rien ou ne précise rien. Il y a quand même il est précis, mais c'est une précision de myope. Il reste très terre à terre dans son obsession des détails, d'état civil, de patronyme, de toponyme, de telle sorte que on a du mal, en effet, à avoir une image claire pour une lecture à distance normale et humaine. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait penser, ce qui m'a fait faire le rapprochement entre les deux, c'est plutôt l'intuition qu'on ne sait jamais rien de personne, qui est vraiment une intuition fondamentale chez Proust. D'ailleurs, il s'est engueulé, je crois, avec, si je ne dis pas de bêtises, avec Emmanuel Berle. Il a même jeté sa pantoufle au visage. Et depuis, Emmanuel Berle est rentré dans la postérité pour être celui qui a reçu la pantoufle de Proust. Il faudrait googliser cette histoire pour vérifier que je ne me trompe pas de personne. Mais, et donc, parce que c'était une polémique sur l'amitié. Est-ce que l'amitié est réellement possible, du coup, si on ne sait jamais rien de personne? Ça englobe la question de confiance, la question... Enfin voilà, ça englobe plein de choses. Et moi, il me semble, chez Modiano, il y a ce même doute sur ce qu'on peut savoir au final, même après avoir partagé une vie avec une personne, ce qu'on peut savoir d'un individu. Ce que Marie peut savoir de sa femme, ce qu'une mère peut savoir de sa fille. Alors, je précise encore une fois que ce sont des personnages un peu taiseux. Modiano est le français le plus timide sur Terre, après Houellebecq, non, avant Houellebecq. Des personnages taiseux, des personnages timides, pudiques, réservés. Et moi ce que je trouve poignant, parce que c'est jamais justement évoqué avec force et vigueur, c'est cette incommunicabilité, c'est français, entre les êtres pudiques, entre les êtres timides, et c'est des drames de communication dans les familles, dans un couple, des ambivalences, des quiproquos, et les gens mettent 10 ans avant de se rendre compte qu'ils n'ont aucun point commun, qu'ils ont des envies différentes pour leur vie commune et leur futur commun, et ça crée des divorces, et ça crée des malheurs. Et c'est ça je trouve, qui est précis sans être appuyé chez Modiano, et qui est poignant sans être mélodramatique. Il réussit, en étant nébuleux, à faire passer ça. Bien sûr, ça n'a rien à voir de ce côté-là avec Proust, qui est lui analytique au scalpel et au laser. Mais il y a cette thématique qui les relie de... Mais ça ne marche pas sur tout le monde, je pense, Modiano. Ah, sans doute, non mais... Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup... Je pense qu'il y a deux catégories de personnes, en fait. Il n'y a pas tellement de juste milieu. Il y a ceux qui aiment beaucoup Modiano et ceux qui ne comprennent pas, en fait. Mais... Moi, vous avez dit au début quelque chose de juste, c'est l'écrivain est tout le temps obligé de faire des choix. Et en fait, il y a une forme d'engagement, une forme de... Il y a toujours la position de l'écrivain par rapport à ses personnages. C'est difficilement évitable. Et lui, en fait, il est tellement dans l'évitement de ça que des gens comme moi, peut-être qui sont peut-être pas... enfin, je suis hermétique à lui, à sa personnalité, pas seulement en tant qu'écrivain d'ailleurs, je pense, mais du coup, il est tellement dans l'évitement, enfin, on a cette impression, on a envie de lui dire, bon, la chaise, elle était noire ou elle était blanche au bout d'un moment. Oui, on se alors, dit, oh là là, quand est-ce qu'on va savoir très bonne vraiment remarque. ce qui se passe? Non mais en fait, vous faites la remarque
suivante, je le répète pour la vidéo, c'est en tant qu'écrivain et en tant qu'individu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est une très bonne chose de le dire, vous n'avez pas l'obligation de plaire à tout le monde. Et l'écrivain de talent, voire le génie, est celui assez courageux, assez radical, qui n'a pas peur de prendre des coups et de déranger le statu quo de l'esthétique, de la morale, de la politique, et qui réussit non seulement à imposer son point de vue, mais à imposer une tradition. Le classique n'est qu'un révolutionnaire qui a réussi. De la même manière que toutes les dictatures ne sont que des révolutions qui ont réussi. Les traditions, l'origine d'une tradition, l'origine d'une esthétique, ne sont souvent que des révolutions qu'on a oubliées, qui ont tellement réussi qu'elles en sont devenues un nouveau dogme ou une nouvelle habitude. Et c'est à partir du moment où les révolutions réussissent qu'elles s'institutionnalisent, qu'elles deviennent moins radicales. Et là, c'est le besoin d'une nouvelle radicalité et le besoin de nouvelles avant-gardes et de nouvelles esthétiques. Et voilà, n'ayez pas peur de froisser les gens, n'ayez pas peur de perdre les lecteurs de Moyano si vous êtes complètement à l'inverse de ces choix esthétiques ou inversement. Oui, non, j'étais juste étonnée de la comparaison entre Proust et Moyano. En effet, de ce côté-là, d'un certain aspect, ils sont incomparables, et d'une certaine manière, j'ai trouvé à les comparer. Donc c'est vraiment un très bon point que j'aurais dû soulever avant. C'est qu'il faut mais ça on le sait pas en se lançant dans l'écriture. On sait pas ce qu'on fait, et c'est très bien de ne pas savoir ce qu'on fait, parce que justement c'est en ne sachant pas ce qu'on fait qu'on réussit à découvrir des trouvailles de sensibilité qu'on ne découvre pas en appliquant la méthode hollywoodienne, éléments perturbateurs, crescendo et climax. Mais en fait, on parle de littérature, là, on parle d'écrire, et vous beaucoup de références, c'est cinéma, c'est ça. C'est pareil. Alors que non, c'est pas pareil. C'est une forme d'écriture très différente en fait. Le cinéma est beaucoup plus proche de l'inconscient. Vous pouvez faire des films juste avec des images sans ne rien dire. Vous pouvez vous passer du langage. Donc, pour moi, c'est très différent. Et dans la construction aussi, ce sont des formes courtes. C'est une communication immédiate avec les gens qui ne repose pas seulement sur le langage, justement, mais sur toute la partie visuelle et même les autres sens, puisque vous voyez un film, vous sentez des odeurs, donc c'est très différent comme écriture. C'est très différent, mais c'est très similaire pour ce qui ressort de la narration. Y compris pour une pièce de théâtre, d'ailleurs. Tout ce que j'ai dit pour un roman peut se transposer tel quel pour un film, une BD, un peu un jeu vidéo, un théâtre, une pièce de théâtre. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on sait depuis la poétique d'Aristote. Voilà, ça concerne le drame et la succession des éléments dramatiques. Ça ne concerne pas la transposition dans le médium artistique et comment on utilise le langage propre à ce médium pour raconter ensuite. Bien sûr qu'il y a le cinéma, ne serait-ce qu'au cinéma, on peut montrer plein de choses en même temps, ce que la littérature est incapable de faire. La littérature est beaucoup plus séquentielle, linéaire que le cinéma. Et donc du coup, les scènes de foule, les scènes d'action, les scènes avec un arrière-plan, un avant-plan, riches, foisonnantes et très picturales, privilégier ça au cinéma, en littérature, c'est très long, c'est très lent. Et si c'est plus efficace au cinéma, peut-être que la littérature peut s'en décharger au profit du cinéma, de la même manière que l'invention de la photographie a déchargé la peinture d'un certain nombre de responsabilités, que le jeu vidéo a permis au cinéma d'action, bientôt j'espère, de disparaître, ce genre de choses.
excusez-moi, Mais rien à la voir. disparition du cinéma d'action, c'est triste. J'espère. Ah bon? Je trouve que le cinéma n'est... Moi, je préférais la disparition de Modiano, en fait. Vous êtes dur. Vous avez le droit de ne pas aimer Modiano. Non, j'exagère, je plaisante, mais c'est drôle de dire ça. Je ne sais pas. Pardon, j'ai compris. Oui, il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, en fait, rien à voir. J'avais une question concernant la création d'une histoire. Qu'est-ce qui serait similaire en fait avec la création d'une histoire et la création de paroles, de chansons, par exemple? Vous m'avez pas écrit un mail ou ça me rappelle quelque chose, cette question. Pour une chanson, là mes analogies audacieuses trouvent une limite. Moi, je rapprocherais plus la chanson à la photo, justement. Enfin, peut-être que justement le roman, c'est plus le cinéma et la chanson, ça va être plus des images photographiques. Donc plus dans l'idée, le climax, c'est ça? C'est en fait une chanson peut être narrative, comme un poème, mais souvent il y a une sorte d'extrême condensation de la matière narrative au profit de l'évocation poétique. J'englobe chanson, poésie de manière assez large, et vous n'êtes pas tenu en tant que poète, en tant que paroliste pour une chanson, de à tout prix raconter une histoire. Vous pouvez comme ça concaténer des images, des fulgurances, des instants de vie, sans que ce soit forcément très tenu, très narratif. Et c'est pas grave, parce que c'est une chanson ou un poème n'est pas toujours une histoire. Ça l'a été très souvent par le passé, beaucoup moins aujourd'hui. J'espère. Ça peut juste être des jeux de mots, en fait, ça. Oui, ça peut être ça, ça peut être. Après, je suis pas un expert en paroles de chansons. Une dernière question peut-être avant que je vous abandonne. Non, je voulais dire, non, simplement. Dites-moi. J'essaie de dire que là, les exemples que vous avez pris aussi bien Modiano que Eri De Luca, etc. Et aussi sont très subjectifs, même Cyprus, partent d'une narration subjective. D'une narration beaucoup plus subjective et où le narrateur, l'auteur, s'engage d'une façon personnelle beaucoup plus forte que dans d'autres. Oui, vous avez fait des choix très d'autres récits, donc pointus le problème... au niveau de la narration par rapport à la simplicité de la théorie. C'était pour exprimer le contraste maximal. Ce que je voulais dire, c'est que il y a d'autres... oui, il y a plein d'autres choses. Lignes qui peuvent être Merci, au revoir. Tout à fait différentes. Ah oui, non, mais ça, ce ne sont que des exemples sur ces deux auteurs. On aurait pu continuer pendant 3 heures si on ne surveillait pas. Répondre à Madame sur l'histoire. Moi, je trouve qu'aussi bien Modiano que Proust et que Eri De Luca sont sur le problème de essayent de traiter le problème de la mémoire, de reconstituer de la subjectivité, comme Joyce, comme Woolf. Comme beaucoup comme ça. Et c'est ce problème de la mémoire, d'où le flou, oui, la mise en doute de la réalité, en fait. De la réalité, du souvenir. Comment reproduire le temps qui passe et le souvenir, la mémoire, toute cette idée. Maintenant, on a beaucoup plus d'informations là-dessus. Je trouve que c'est toujours là-dessus et c'est pas une fiction où on va raconter une histoire. Mais c'est pour ça, justement, qu'on les a choisis. Voilà. C'était le contrepoint du modèle classique, qui a ses chefs-d'œuvre. Hein, je le dénigre en aucun cas. Mais voilà, c'était pour vous faire découvrir d'autres choses et vous dire que vous pouvez partir à la recherche de vos propres règles et de vos propres esthétiques sans sentir forcément constamment le poids de ce modèle très classique et vous dire attention, je ne suis pas la règle, c'est pas bien. Et justement, ça me fait penser à la petite phrase de Stendhal que j'avais trouvée, en fait,
qui illustre un petit peu ce genre de livre, c'est je ne puis donner la réalité des faits, je ne puis en présenter que l'ombre. Et en fait, c'est très Modiano. C'est très Modiano. D'ailleurs, c'était en Stendhal, il est en avance sur ça. Ça rend bien au cinéma, quoi. Je veux dire, il y a un cinéma Modiano aussi. Oui, il y a un cinéma très lent, très contemplatif, très chiant par moments, que j'affectionne tout particulièrement. N'en dites pas de mal. Mais il faut prendre un café avant, je suis d'accord. Non mais c'est vrai, même moi je m'endors parfois. Voilà, bon, ben écoutez, merci d'être passé, d'avoir supporté nos choix esthétiques. N'hésitez pas à nous écrire pour les contester au besoin.